Bonjour, c'est Guillaume de Goulet, bienvenue pour ce nouveau numéro de Step Back. La semaine dernière, nous recevions le meilleur basketteur français du moment, Rudy Gobert. Cette fois, je vous propose le meilleur du basket français du moment. Et donc un petit tour en Jeep avec le début des playoffs ce vendredi soir. 8 équipes en course, le titre de champion de France au bout. Et vos pronostics, vos avis éclairés, messieurs. Gaëtan de la Folie, Xavier Colombani, Arnaud Lecomte, bonjour, à vous trois. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Soit à peu près le must de la rédaction basket de l'équipe, hein. On est d'accord, on est entre nous. Villeurbanne-Le Mans, Nanterre-Pau, Monaco-Limoges et Dijon-Strasbourg. Voici les affiches des quarts de finale du championnat de France que nous allons décortiquer. Des playoffs de feu, non ? Ouais, si, je vous sens pas enthousiaste là. Ah si, de très belles affiches. Moi, juste en petit préambule, on se gausse souvent de l'instabilité légendaire de la Jeep Elite. Ah merde, tu vas me casser la suite de mon texte. Vas-y. Aïe. Non, mais je voudrais souligner que ce sont les 8 mêmes qualifiés que la saison dernière. Alors évidemment pas dans le même ordre, mais on retrouve les 8 qu'on avait l'année dernière, et ça va donner des oppositions sympas et même une revanche dès le premier tour. Bon bah nickel, vu que tu fais parfaitement les intros, tu feras la présentation du podcast la semaine prochaine. Donc effectivement les 8 même que la saison dernière. Ou quoi ? Non du tout, c'est pour une info en fait, c'est vrai. Alors, les 8 mêmes que la saison dernière, et surtout pas moins de 4 des 5 derniers clubs titrés depuis 2012. En fait, il manque que Chalon, titré en 2012 et 2017, qui n'est pas au rendez-vous. Mais ces playoffs, est-ce que ça va pas finalement se résumer à une finale attendue Asvel-Monaco, vu la configuration de la saison régulière, l'Asvel qui a dominé largement la première partie de la saison régulière, et Monaco reconfiguré ensuite avec l'arrivée de Sacha Obradović sur le banc, plutôt la deuxième, on verra ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il va y avoir beaucoup d'intensité sur les parquets Jeep Elite, beaucoup plus vraisemblablement que sur les dernières journées de saison régulière. Ça a été long cette saison, on le disait tout à l'heure, Gaëtan, entre nous, 34 journées, 18 équipes, 34 journées. C'est beaucoup trop long, mais avant de se projeter sur la suite, j'aimerais aussi qu'on s'interroge sur la formule, parce que si demi et finale se jouent au meilleur des 5 matchs, les quarts, eux, qui commencent, on l'a dit, ce vendredi soir, vont être expédiés en pas moins de 5 jours et 2 manches gagnantes. Vous me direz, messieurs, ce que vous en pensez. Voilà, je crois que vous savez à peu près tout. Alors on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du French Game. Une question toute simple pour commencer. Qui manque à l'appel de ce grand 8 français ? Personne ? Tous les favoris sont au rendez-vous pour vous sur cette saison, Xavier ? Sur le papier, Gravelines avait une jolie tête. Après, on connaît les dysfonctionnements de Gravelines depuis plusieurs saisons, ça s'est encore payé. Le Valois avait fait une belle saison lors de la précédente, et là il y avait encore du potentiel. Ça n'a pas reconfirmé. Il y avait largement plus de 8 équipes potentiellement qui pouvaient faire les playoffs. Il y a forcément des absents. Ouais. Arnaud, il y a un absent pour toi de marque dans ces playoffs ? Pas vraiment, même si on peut regretter probablement l'absence de Chalon-sur-Saône, qui a quand même, je le disais tout à l'heure en introduction, remporté 2 titres de champion de France quand même dans la décennie, en 2012 et en 2017. Donc c'est pas si vieux, 2017 ça fait 2 saisons, et depuis Chalon a été incapable de se qualifier pour les playoffs, donc c'est peut-être une absence quand même. Voilà, pour le reste, oui, le Valois certainement, mais c'est une saison extrêmement compliqué par les absences, les blessures tout d'un coup là au mois de février qui ont complètement changé la saison de cette équipe. Et puis Gravelines, oui, qui a un budget de play-off, mais qui depuis déjà pas mal de temps se rate tous les ans. Une vraie question à se poser du côté du Sportica là-haut. Mais non, on a grosso modo, et Gaëtan l'avait ressouligné tout à l'heure, en effet, il y a les mêmes participants que l'an dernier, donc il y a une forme de stabilité. La petite chose qu'on peut peut-être indiquer cette année, c'est que on a 2 parties de tableau assez distinctes, avec des gros bras en deuxième partie de tableau, donc qui n'auront pas l'avantage du terrain en quart de finale. Limoges, Strasbourg et Le Mans, le Mans champion de France en titre, Strasbourg dont on connaît la régularité en play-off, et puis Limoges. Donc il y a 3 grosses machines qui sont un peu en retrait par rapport aux prévisions.
voilà, au bénéfice de Nanterre et de Dijon essentiellement. Donc voilà, donc ça donne un peu de piment quand même au quart de finale. On peut imaginer que ces gros bras-là ont peut-être davantage de chances de s'en sortir que des équipes qui d'ordinaire voilà, se disent quart de finale, c'est un exploit que de passer. Et juste pour ceux dont on ne parlera plus, peut-être une toute petite déception que Bourg-en-Bresse y soit pas. Non pas qu'on les attendait en play-off, mais parce qu'ils ont fait une très belle saison, ils finissent en positif. Ça ressemble un petit peu, toute comparaison gardée, avec parfois le 9e de la conférence Ouest en NBA qui terminait avec un super bilan qu'il aurait mis largement pareil à l'Est, en play-off à l'Est, et ils sont pas. Eux, ils ont fait une super saison, ils ont été finalistes de la Leaders Cup et la saison s'arrête pour eux. Voilà, au moins les féliciter pour ce qu'ils ont fait s'ils y sont pas. Il fallait un bon bilan pour se qualifier en play-off cette année. Il Ouais. fallait gagner 20 matchs. D'ailleurs, c'est extrêmement serré parce que Arnaud, tu parlais du Mans, de Limoges, de Strasbourg. Ils ont tous gagné 20 matchs. Pau en a gagné 21. Dijon 23, Monaco 24. Enfin bref, c'est extrêmement serré. Pour rappel, la saison dernière, 18 matchs suffisaient à vous envoyer en play-off, 19 en 2017 et 18 en 2015. Donc c'est une bonne cuvée de qualification. Même Boulazac peut avoir des regrets. Absolument. Est-ce que des regrets, est-ce que vous en avez justement, Gaëtan? Tiens, on va commencer par toi. Est-ce que tu en as des regrets sur cette formule qui exécute les quarts de finale en 3 matchs, au meilleur des 3 matchs, pardon, et puis ensuite demi et finale où on prend un peu plus de temps? Est-ce qu'il faudrait pas, est-ce que ce serait pas mieux tout simplement qu'on ait 5-5-5 par exemple? Regret, le mot est peut-être un peu fort, mais effectivement une harmonisation rendrait les choses plus lisibles, peut-être aussi plus justes. C'est un format un peu cruel, ce format au meilleur des 3 matchs, avec le mieux classé qui reçoit tout de suite, mais une défaite, il suffit de mal entrer dans ses playoffs, une défaite d'entrer sur son parquet, et l'équipe soi-disant favorite sur le papier se retrouve tout de suite en difficulté, avec un match à l'extérieur où il risque tout de suite l'élimination. On en parlera peut-être tout à l'heure dans la série Monaco-Limoges, mais imaginons Limoges qui fait un énorme coup sur le premier match à Monaco qui doit aller à Beaublanc ensuite avec la possibilité pour Limoges de se qualifier. C'est un format qui est difficile à gérer et qui pourrait être cruel pour Monaco. Cruel, Arnaud, toi aussi tu partages le sentiment de cruel. Gaëtan, ou on peut pas faire autrement? De toute façon, il est casse-gueule ce format-là, par définition. Il n'y a pas de bonne solution sur une formule en 3 matchs, de toute façon. Donc, il faut s'en contenter. On peut pas faire autrement, en effet, parce que le calendrier est devenu complètement ingérable. Donc, ajouter une bonne semaine de compétition supplémentaire, ça pourrait faire terminer la saison qui est déjà très très longue, qui nous emmène jusqu'à la mi-fin, voire la fin juin. Ça ferait terminer la saison début juillet. Donc, ça devient complètement ingérable. La solution va peut-être venir de la réforme de la Ligue, puisque, comme vous le savez, la saison prochaine, on sera encore à 18. Et la saison suivante, donc 2020-2021, on repasse à 16. Donc, avec 4 journées de moins en saison régulière, ce qui permettra peut-être, ça n'a pas du tout été pour le moment discuté, le passage à 16 a été validé, mais pour le moment, on est toujours dans l'attente de savoir si les playoffs évolueront aussi. Donc, on peut imaginer peut-être que dans 2 ans, on aura des playoffs à 5 matchs potentiels sur chaque série, sur chaque tour. Donc dès les quarts de finale. Voilà. Donc pour l'instant, c'est la moins mauvaise solution à mes yeux, mais en effet, il serait plutôt sympa d'évoluer sur un format plus uniforme sur tous les playoffs. Ouais, surtout qu'on le voit pendant les playoffs, les salles sont pleines, le niveau de jeu augmente, surtout l'intensité défensive. On a davantage envie de voir des matchs à enjeu que des matchs où on attend tranquillement que ça se termine, par exemple pour Villeurbanne ou Monaco cette année. Tout à fait. Merci Arnaud. Bon allez, puisque tu n'as plus rien à dire, on va attaquer dans le vif du sujet tout de suite avec les séries qu'on va vous passer au crible. On va commencer peut-être par la série qui m'excite le plus à différents titres. Asvel Le Mans. Oh, bien joué. Asvel Le Mans, remake de la première série la saison dernière. La saison dernière, Le Mans avait l'avantage, a terminé 3e saison régulière. Cette fois, c'est le MSB, champion de France, qui est un petit peu en difficulté. 8e, qualification ric-rac, dernier match de saison régulière face à Chalon-sur-Saône d'ailleurs. Et puis surtout, remake aussi de la finale de la Coupe de France qui a été extrêmement tendue, avec un arbitrage décrié, très en faveur du MSB en première période, très en faveur de l'Asvel en deuxième période. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, messieurs, de cette série ?
De la tension, comme tu dis, parce qu'il va y avoir, donc tu le disais, c'est le remake des quarts de finale de la saison dernière. Alors les équipes ont grandement changé, mais un joueur comme Antoine Aito, je pense que par exemple lui, il se souvient très bien des face à face, des rencontres passées. C'est d'ailleurs l'un de ceux qui avait le plus pesté contre l'arbitrage après la finale contestée de la Coupe de France. Donc pourrait y avoir de la tension. Après, sur le niveau de jeu, sur les forces en présence, j'ai envie de dire presque que justement Le Mans aurait intérêt à emmener cette série dans l'intensité, dans la tension, dans quelque chose de très play-off, de très lutte, parce que sur les qualités intrinsèques des deux effectifs et sur ce qu'ils ont montré cette saison, je pense que l'Asvel est quand même assez largement au-dessus du Mans. Le Mans, c'est l'équipe, c'est une stat que moi j'aime bien, qui a le plus mauvais bilan face aux autres équipes qualifiées pour ces playoffs. Ils sont à 10 défaites pour 4 victoires en saison régulière contre les 7 autres adversaires. Donc ils ont du mal cette saison face aux gros, et l'Asvel, c'est le gros parmi les gros. Je pense que ça va être un peu compliqué pour eux, et qu'ils ont encore une fois intérêt à amener cette série sur le terrain de l'intensité et de la rivalité. Arnaud, tu as été souvent à Villeurbanne cette saison, petit Vénard. On sait l'importance que revêt pour Villeurbanne, qui va retrouver l'Euroleague la saison prochaine, de gagner des titres, de justifier sportivement sa présence au plus haut niveau européen. Est-ce que le club de Tony Parker peut se permettre un échec ? Ils ont gagné la Coupe, certes, mais ça suffit certainement pas. Non, ils peuvent pas se permettre un échec, dans la mesure où effectivement ils ont besoin en termes d'image de justifier leur ticket pour 2 saisons, la wildcard qu'ils ont obtenu de l'Euroleague à partir de la saison prochaine. Donc effectivement, s'ils ne gagnaient pas le championnat cette année, ce serait quand même un échec, même s'il y a eu effectivement un trophée avec la Coupe de France, même si les filles ont gagné jeudi soir le premier titre de leur histoire, Lyon-Asvel, donc également le club de Tony Parker, qui sera d'ailleurs comme par hasard présent dès samedi soir pour le lancement de la série à l'Astrobal. Bon, il y a probablement une forme de dynamique qui s'est instaurée aussi ces derniers temps à travers justement cette victoire en Coupe de France. C'était il y a 2 semaines, et puis le triomphe des filles de Valérie Demory. Je pense qu'il y a effectivement une forme d'euphorie qui peut permettre effectivement à l'Asvel d'aborder ce quart de finale avec pas mal de confiance. Maintenant, d'autant plus que l'équipe elle-même après un gros trou là au cœur de l'hiver en janvier-février, c'est bien remise sur les rails de l'automne, où elle était quasiment irrésistible en France et même en Europe. Donc je pense que l'Asvel aborde ce quart de finale très piégeux malgré tout, avec pas mal de confiance et tous ses atouts. Donc à voir maintenant. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un premier match à la maison, faut pas se rater, parce que derrière, faut aller au Mans. On sait que le Mans est capable, il l'a démontré la saison dernière, justement contre l'Asvel, mais contre tout le monde, qu'à la maison, ils avaient les capacités en play-off de se transcender aussi. Alors c'est probablement une équipe mancelle moins forte que celle de l'an dernier, moins complète, moins dure, moins mentalement. Moins cohérente, moins forte, quoi. Et donc voilà, évidemment avantage à l'Asvel, mais attention à être prêt demain soir, parce que les morceaux vont arriver là, je pense tranquillou, hein. Enfin tranquillou au sens tout à gagner finalement, parce que la saison est à peu près sauvée quand même. Je crois qu'ils en attendent plus forcément énormément de cette saison. Ils ont fait l'essentiel, aller en play-off, faire une finale de coupe. C'est pas si mal finalement pour un après-titre. Hein. On sait que c'est difficile de digérer un titre de champion de France. Voilà. Et l'Asvel, rappelons-le, l'Asvel va tenter un truc que plus personne n'a réussi depuis 10 ans, à savoir pas tout à fait 10 ans, 9 ans précisément, à savoir 7. confirmer la première place de la saison régulière. Ah oui, la première place de la saison régulière. Je crois que tu parlais du doublé Coupe Championnat, pardon. La dernière fois qu'une équipe a remporté, une équipe première de la saison régulière a été championne de France, a confirmé cette première place en play-off, c'était en 2010. Comment ça date, quoi. C'est pas si simple, la preuve. Donc c'est pour ça aussi pour dire que pour le Mans, la saison est plutôt réussie, à peu près réussie, on va dire, jusqu'ici, et qu'ils y vont sans trop de pression demain soir, et c'est peut-être le grand danger qui menace la saison.
Xavier, on parlait tout à l'heure de sentiment de revanche, de remake, etc. Peut-être aussi du côté de l'Asvel finalement, parce que t'étais il n'y a pas très longtemps, lundi soir d'ailleurs, à la soirée des trophées. L'Asvel n'a pas été récompensé, à l'exception de Théo Malédon, meilleur espoir. Mais Zvezdan Mitrovic, l'entraîneur poigne de fer, pas désigné coach de l'année. Pas de joueur de Villeurbanne désigné meilleur joueur de la saison. Pas de Miro Bilan, pas de Kalnietis, pas de Charles Cahudy. Enfin bref, l'Asvel peut-être un peu boudé, va peut-être montrer que les meilleurs c'est eux. Non, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Que c'était marrant d'écouter Théo Malédon lundi, puisqu'il a dit lui-même que le fait qu'on les ait oubliés dans les trophées à la fois pour le MVP, pour le meilleur entraîneur, pourrait leur apporter un supplément de motivation. Donc j'avais essayé de le relancer et il m'avait répondu qu'en fait, ils s'en souciaient pas et que c'était pas leur truc. Donc c'était typiquement de cette chose un petit peu langue de bois où on essaye de dire non, voilà, bon, peut-être que ça les impactera, mais c'est vraiment à la marge. C'est vraiment à la marge. Je pense que ça joue à pas grand-chose parce que justement, l'absence de joueurs mis en avant dans le trophée de MVP est un peu l'incarnation du côté collectif et du fait que les responsabilités sont partagées, ce qui est quand même une excellente chose, même si on sait qu'en play-off, il faut des leaders. Il faut voir qui va se... Je suis pas sûr que Miro Bilan soit un leader de play-off, dans le sens il y a un moment, les systèmes de jeu sont fermés, il faut, plus on avance dans les matchs coup près, plus il faut des créateurs, des gens qui sont capables de se débrouiller un peu tout seuls. C'est pas le cas d'un intérieur de 2m13, et d'ailleurs c'est pas ce qu'on lui demande. Donc il faudra juste voir qui le fera du côté de l'Asvel, ce sera ça la grande question. Le vainqueur de cette série, Asvel MSB, rencontrera le vainqueur d'une autre série, la série verte entre Nanterre et Pau. Nanterre, qui est la meilleure équipe à 3 points, la deuxième meilleure attaque du championnat, Carty un petit peu dans tous les sens, une saison un petit peu sinusoïdale qui s'est plutôt bien terminée. Pascal Donadieu, lui, a été désigné coach de l'année. Et en face se présente Pau, qui a longtemps été deuxième, les hommes de Laurent Villa qui ont fait longtemps la surprise à l'image de Vitaly Chikoko. Cette série paraît très équilibrée, même si Pau a souvent la baraka face à Nanterre. Tout de suite une question, oui. Vas-y. Quelle est l'équipe que Nanterre n'a pas battue depuis 2 ans? Pau. Bien. Voilà. Et Pascal Donadieu lui-même, l'entraîneur de Nanterre, donc insiste beaucoup là-dessus. Il y est revenu plusieurs fois en interview. Il dit c'est la seule équipe qu'on n'a pas battue en 2 ans. Alors, il a prononcé le terme de bête noire que tout le monde. Alors est-ce que c'est une manière de conjurer le sort, de mettre un peu la pression sur l'adversaire? Ça serait étonnant quand même. Mais c'est vrai que et cette saison, les 2 victoires de Pau face à Nanterre ont eu ceci de significatif qu'à chaque fois la défense de Nanterre a été impuissante à arrêter la mise en place de l'attaque paloise, qui a fini à 55% de réussite à l'aller à Pau et à 52% de réussite là pour le dernier match à Nanterre. Alors effectivement, c'est peut-être la série qui est la plus serrée sur le papier. Moi, je vois quand même un sacré avantage pour Pau à l'intérieur, au sens où tu parlais de la très grosse saison de Vitaly Chikoko. Faut évoquer aussi Donta Smith, qui est un poste 4 créateur, qui est aussi très puissant, qui va au mastic au rebond. Et Nanterre, c'est une équipe qui adore artiller de loin, spécialiste du shoot à 3 points, mais le pendant de cette faculté qu'ont ces postes 4, par exemple, Okur Palsson et Hugo Invernizzi à s'écarter, à prendre des tirs de loin avec réussite, c'est que ça va moins sous les panneaux, ça prend moins de rebonds. Et j'ai un peu peur que face à la très très belle raquette de Pau, qui est peut-être la plus belle raquette poste 4-5, à voir avec Peacock, Endoy de Bourg, j'ai peur que ça puisse faire mal. Arnaud, pareil, même sentiment. Avantage à Pau aussi pour toi? On a des playoffs avec Limoges, Pau et Villeurbanne. Ça doit te rappeler des bons souvenirs d'ailleurs. Quand j'avais des cheveux, ouais. C'est ça. Je te connaissais pas. Non, je sais pas si... c'est certainement sur le papier la plus serrée, évidemment, parce que, bon, de toute façon, c'est 4-5 en général. C'est souvent, par définition, la série la plus serrée. Bon, Pau a effectivement, à mon avis, un petit avantage quelque part psychologique, parce que ils viennent de gagner à Nanterre. Ils ont surtout récupéré un effectif au complet après avoir ils ont un peu reculé dans la hiérarchie puisqu'ils ont longtemps été deuxième, assez loin de l'Asvel, mais deuxième quand même. Ils ont fini donc 5e. S'ils ont reculé, c'est aussi parce qu'ils ont perdu pendant un certain temps des joueurs importants comme Cavalière et Donta Smith, dont parlait à l'instant Gaëtan, qui sont justement 2 joueurs extrêmement polyvalents qui se partagent les postes d'ailier et d'ailier fort en switchant souvent.
Et ça peut être une vraie difficulté pour Nanterre sur ces postes-là. Donc, je donnerais un petit avantage à l'élan béarnais aussi au-delà du fait que l'élan a gagné régulièrement ces dernières années. C'est aussi parce que oui, ils ont une équipe qui est pas vraiment adaptée au jeu de Nanterre, enfin dans le mauvais sens pour Nanterre. Et ça, avec notamment oui, des intérieurs qui sont plus dominants. Donc je pense que c'est la clé de cette série au rebond. Si Nanterre parvient à peu près à faire jeu égal, si on retrouve le tridouel qu'on a vu notamment lors du quart de finale contre Bologne en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, si on retrouve un bon gamble pour essayer de gêner Shikoku, je pense que Nanterre aura bien entendu sa chance. Nanterre a 2 matchs à la maison. Le premier match va encore être probablement très important dans la série, forcément, dès vendredi soir. Il y a une petite inconnue aussi sur laquelle va jouer Nanterre, je pense, c'est le retour potentiel de Dominic Waters. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de saison, c'était durant les 2 tiers de la saison jusqu'ici, c'était un peu le joueur clutch de cette équipe, Dominic Waters, un meneur de jeu qui s'est blessé au mois de mars, je crois, et qui n'est pas revenu depuis. Et il est toujours par là. Il pourrait bien s'échauffer et remettre le maillot sur cette série. De toute façon, ce sera là ou jamais, probablement, même si on peut l'imaginer le revoir en demi-finale si Nanterre passe, bien sûr, mais on peut imaginer qu'il reviendrait assez rapidement, peut-être pas dès le premier match, peut-être au deuxième, en fonction des événements. Nanterre a cette carte-là potentielle. Alors c'est un joueur qui reviendrait après une longue indisponibilité, donc c'est toujours compliqué, mais c'est aussi un joueur qui a la faculté à être capable de faire basculer des matchs. Et Nanterre, on sait que c'est sa force, d'être capable de mettre le feu dans un match soudainement et de le faire basculer. Donc voilà, mais c'est une série assez intéressante quand même parce que Pau a pas été en demi-finale du championnat depuis 2006, je crois. Ça fait 13 ans. Ça fait quand même un long bail pour un club un peu historique comme l'élan béarnais. Et Nanterre n'est pas retourné en demi-finale de championnat depuis son titre. Eh bien, depuis son titre de champion, figurez-vous. 4 éliminations de suite, là, en quart de finale, ces 4 dernières saisons. Le vainqueur de cette série, on trouvera le dernier carré depuis longtemps. Ils avaient dit qu'ils changeraient cette année. Quand on relit les présentations de début de saison, c'était génial parce que Pascal Donadieu disait « J'en ai toujours été une équipe de shooters. On va pas s'oublier non plus, mais cette année, on va devenir plus fort à l'intérieur. » Résultat, ils ont fini 16e au rebond. Bon, ce n'est pas que ça, le secteur intérieur, mais voilà. Et ils ont shooté, par contre, à 41% à 3 points. 41% à 3 points, c'est quand même hallucinant quand on y pense. C'est quand même une réussite totalement improbable sur 34 matchs avec des volumes quand même assez conséquents. Pas mal de mecs qui aiment faire ça. Mais en même temps, c'est cette stat qui empêche un tout petit peu d'y croire avant parce que on a été alimenté dans notre apprentissage du basket pour nous dire qu'en gros, l'adresse, elle s'écroulait, ou du moins les défenses se durcissaient, donc par définition, l'adresse allait baisser. Donc une équipe qui vit et qui meurt pas forcément, mais qui vit beaucoup par le tir à 3 points, a du mal à y croire. C'est ça qui fait que Nanterre est un petit peu en dessous. Mais moi, sur la qualité de jeu, j'aurais tendance à penser un petit peu sur la fin de saison que c'est Nanterre un tout petit peu le favori, avec l'avantage du terrain quand même, faut pas l'oublier. Bon, et entre Monaco et Limoges, on va basculer dans l'autre partie de tableau. Qui est le favori ? Alors vous allez me dire, vu la deuxième partie saison absolument canon, à une seule défaite d'un point d'ailleurs à Villeurbanne, 92-91 de l'ASM, Monaco, cornaqué par Sacha Obradovic, qui a remis en place des thématiques de jeu très claires. On joue à l'intérieur, on bascule beaucoup, il y a beaucoup de changements, un jeu très propre. Néanmoins, à Limoges, il s'est passé comme d'habitude beaucoup de choses. Non mais attends, je te coupe tout de suite. On peut discuter de plein de choses. Il faut juste rappeler une chose, Jordan Taylor est incertain. Et je veux dire, on peut faire toutes les discussions du monde. À partir du moment où Jordan Taylor est incertain, ça va beaucoup se jouer au fait s'il joue ou pas. Voilà, je coupe tout de suite. Le meneur de Limoges. Oui, le meneur de Limoges qui a été assez infernal sur toute la fin de saison, dans le sens positif du terme, évidemment. Il y a eu un changement de gouvernance à Limoges quand même pendant la semaine. Est-ce que ça peut pas donner une bouffée d'oxygène, une bouffée d'air incroyable ? Arnaud, tu étais à Limoges justement, tu as assisté à cette passation de pouvoir, au retour d'entre guillemets des historiques, je mets volontairement des guillemets au pouvoir. Est-ce que ça peut donner un élan supplémentaire au CSP malgré l'absence de Jordan Taylor ? Peut-être. Possible. C'est très difficile de mesurer
après, psychologiquement, si effectivement le passage de Richard Dacoury cette semaine à Beaublanc, la vraie prise de pouvoir officielle, on va dire, de la nouvelle équipe, voilà, si elle peut fouetter entre guillemets cette équipe qui a vécu beaucoup de difficultés cette saison, c'est très difficile. On peut imaginer que oui, ils auront envie de bien faire, évidemment, pour prouver qu'ils ont une équipe digne de ce nom et qu'elle a finalement bien travaillé malgré les soubresauts qui ont eu lieu tout au long de cette saison dans les coulisses. Donc oui, maintenant Xavier l'a dit, l'absence potentielle ce soir pour le match 1 de Jordan Taylor, l'absence aussi de Jonathan Roussel, là qui elle semble-t-il est certaine. Lui qui est la doublure de Taylor, ça pourrait conduire le CSP à jouer ce premier match sans ces deux meneurs de jeu. Bon, c'est catastrophique sur le plan du jeu, parce que ça va obliger William Howard à se décaler le plus souvent sur le poste de meneur, lui qui est un ailier et qui est surtout pas un meneur, qui est capable certes de monter la balle et éventuellement d'annoncer les systèmes, mais en termes de défense et en termes de création, ça pose vraiment des soucis face à une armada comme Monaco qui est lancée sur je crois 16 victoires sur les 17 derniers matchs, qui est de très loin la meilleure équipe des matchs retour, qui est archi complète avec un effectif à 10-12. Waouh, Amarassi même est revenu, le vétéran est revenu il y a quelques matchs pour peut-être une dernière balade en play-off. La marche est vraiment très haute, même avec tous les historiques revenus au club. Bon, à Beaublanc dimanche soir, j'ai envie de dire why not, perdu pour perdu si jamais ils perdent en effet le premier match, parce que c'est le scénario auquel on doit s'attendre. Une énorme surprise est pas impossible, c'est du sport, on sait jamais ce qui peut se passer, mais bon, franchement, je mettrais pas beaucoup d'argent sur une 40 points de Doumbouya, on sait jamais. Nouveau record. Pourquoi pas, il est passé à 30, il était à 34 la semaine dernière. On se rappelle de Kobo l'année dernière, juste avant la draft, avec les Lombernais qui avaient passé 40 points. Où ça? Sur le parquet de Monaco, comme 44. Bon, 44, ouais. Donc, mais derrière la blague, c'est vrai que c'est important parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on voit jouer Sékou Doumbouya en France. Voilà. Enfin, l'avant-dernière fois. La dernière série, oui. C'est sur quart de finale. Bon, donc voilà, on va voir ça maintenant. Limoges, on parlait de la passation de pouvoir. On sait aussi que le coach François Perronnet est un peu en suspens. Il a un contrat de 2 ans, semble-t-il, qui n'avait pas été annoncé officiellement, qui a été signé au mois de février. Manifestement, il n'est pas forcément dans les plans de la nouvelle gouvernance. Il le sait. Est-ce qu'il va jouer? Enfin, il va jouer son va-tout un peu aussi, lui, peut-être, à moins qu'il ait déjà d'autres idées derrière la tête. C'est difficile de savoir tout ça. Donc, c'est des paramètres un peu ce qu'on appelle les intangibles en anglais, qui sont difficiles à décrypter, forcément. Ouais, en tout cas, Monaco, c'est une équipe qui s'est un peu cherchée en début de saison. Il y avait des soucis au poste de meneur. DJ Cooper qui est parti juste avant le début de la saison. Derek Needham qui a jamais vraiment fait l'affaire. Mais depuis que Arnaud t'en parlait, le retour d'anciens de Monaco, Eddie Bost qui est revenu à la maison, qui a les clés du camion avec Obradovic sur le banc, qui a l'adhésion et le soutien des joueurs. Qui met une énorme pression. C'est une machine, ça cavale en attaque, ça défend fort. Et les adversaires de Monaco sur cette phase retour où ils ont signé ce bilan de 16 victoires, une seule défaite, avaient tous la même expression, c'était de dire c'est un rouleau compresseur, ça défend fort, ça attaque vite et l'écart de points est souvent assez sévère à l'arrivée. Si on ajoute à ça le changement de dimension de Paul Lacombe qui après la défaite en finale face au Mans l'année passée avait promis de revenir plus fort et qui a tenu
porte-parole qui a réalisé une saison digne d'un MVP en étant intense, bon et efficace dans presque tous les secteurs des de deux jeu. côtés du terrain, ouais. Des deux côtés du terrain, l'arrivée d'Eric Buckner qui est le pendant musculeux et qui saute autant partout, coller des comptes, des dunks que Elmedin Kikanovic va lui jouer tout en finesse à l'intérieur dans cette équipe est très impressionnante sur le papier. Et bon, comme Arnaud, je rejoins Arnaud là-dessus, je vois Monaco passer plutôt facilement. Après, si jamais il y a un exploit énorme de Limoges au premier match à Gaston Médecin, le match retour à Beaublanc, grosse pression sur Monaco. Et qui affrontera Monaco en demi-finale alors, du coup, Dijon ou Strasbourg? C'est la dernière série entre les deux. Dijon, cette fois, a l'avantage du terrain, ou plutôt Strasbourg ne l'a pas, ce qui est une petite surprise. Strasbourg, pour mémoire, depuis l'arrivée de Vincent Collet, c'est une finale en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, en 2017 et une demi-finale en 2018. Bref, Strasbourg semble peut-être, pour la première fois depuis l'arrivée de Vincent Collet, plus friable que jamais, Xavier. Ouais, c'est étonnant ça. C'est quelque chose d'assez bizarre de se... En fait, Dijon doit être favori. Je veux dire, T'arrives pas à y croire? Non, je dis pas que j'arrive pas à y croire. Enfin, oui, non. Oui, oui et non. Voilà. Non, en début de saison, t'aurais jamais pu dire voilà. Dijon sera favori face à Strasbourg. Il y a un moment, ça fait 6 mois qu'on les voit quand même, qui font ce qu'ils font, quoi, et qui gagnent même un peu à l'extérieur maintenant. Le MVP est dijonnais. Le MVP est dijonnais, David Holston, et il est pas tout seul. Il est loin d'être tout seul. Donc non, alors qu'à l'inverse à Strasbourg ils sont un peu moins, puisque rappelons qu'ils ont perdu Nicolas Lang, que Jérémy Enzoli devrait pas débuter la série, ce qui fait qu'ils vont se retrouver avec un secteur extérieur qui quand même qui là va tourner à 4-5. Donc en gros ça va être compliqué pour Strasbourg, et il faut croire en Dijon. Après c'est une série qui est intéressante. C'est une série parce qu'il y a des choses qui sont comment dire. Dijon, par exemple, c'est une équipe qui défend très fort, de façon très agressive, et qui peut faire extrêmement parfois mal. À la limite, d'ailleurs, ça lui est souvent reproché. Voilà. Mais qui, d'un autre côté, est relativement faible au rebond. D'ailleurs, elle a joué son dernier match sans Gavin Ware, qui avait une tendinite aux adducteurs. Alors, est-ce qu'il était préservé, ou est-ce qu'il jouait un petit peu moins les matchs précédents, ou est-ce qu'il est vraiment touché je sais pas, mais c'est leur pivot titulaire. Donc, en gros, ils sont déjà un peu faibles au rebond, alors qu'en face, il y a quand même un mec de 2m22 qui s'appelle Youssouf Affal. Donc, il y a une opposition de style qui va être, je trouve, assez intéressante à suivre. Mais il y a surtout ce côté... Dijon n'a pas gagné un match de play-off depuis 2014. Vincent Collet et quelques-uns de ses joueurs ont une expérience à revendre. Est-ce que ça va inverser la dynamique de ce qu'on a vu en saison régulière? C'est vraiment quelque chose qui sera intéressant. En fait, ce qui est marrant pour compléter ce que tu dis, Xavier, c'est que Dijon, c'est presque déjà une équipe de play-off. Ça joue dur, c'est intense. S'ils sont aussi un peu moins bons au rebond, c'est parce qu'ils jouent moins de possession. Et c'est une équipe qui est déjà formatée, qui est prête pour les play-offs. Mais est-ce qu'ils seront capables, justement, d'augmenter un petit peu encore, un peu comme Le Mans l'avait fait l'année dernière, qui débute les playoffs de façon catastrophique sur son premier match, qui est pas bon en fin de saison régulière, mais qui d'un coup arrive à monter un peu au-dessus, ce que peut-être Strasbourg peut réussir à faire si Vincent Collet réussit son discours. Et si les leaders que doivent être Mardy Collins ou Mike Green, et qui sont attendus, qui ont l'expérience des phases finales, même européennes, et voilà, les deux ont fait une saison très décevante. Ça, c'est des leaders que dont Strasbourg est en droit d'attendre qu'ils montent leur niveau, qu'ils montent l'exemple justement dans ces phases finales. Strasbourg, Arnaud, deuxième budget du championnat derrière Villeurbanne. Vincent Collet survivrait-il à une élimination au premier tour par la JDA? Elle est bien ma question. Hein. Oui, je pense que oui, tout de même. Voilà, sauf à ne pas suffisamment mesurer l'état de tension, si tant est qu'il y ait beaucoup de tension entre Vincent Collet et son club et son président, Martial Bellon. Je sais que cette saison a été extrêmement chaotique. C'est une saison extrêmement particulière, avec une victoire en Leaders Cup un peu inattendue, beaucoup de soucis extrasportifs avec des altercations entre joueurs, des blessures, des gros pépins, des choix de recrutement extrêmement discutables, une équipe mal fichue, mal construite, voilà, qui fait la moins bonne saison régulière depuis 2012. Voilà, donc maintenant, elle est au pied du mur.
sortir un cliché, face à une équipe qui elle doit avoir les dents qui règlent le parquet avec après une fantastique saison régulière. Donc oui, je pense que ce que disait Gaëtan est assez juste, à savoir je pense que l'atout principal de Strasbourg aujourd'hui, avant d'aborder cette série, c'est son expérience. C'est un gang de vétérans, commençant par le coach bien entendu, mais aussi la grosse moitié de l'équipe, entre Ali Traoré, Florent Pietrus, Mardy Collins, Mike Green, même Jérémy Nenzoli, qui, vous le savez, a fait pas mal d'exploits personnels en play-off avec Nanterre, avec Chalon. Il y a 2 ans. Contre Vincent C'est des joueurs de play-off. Ces gens-là sont contre Vincent MVP des finales 2017. MVP des finales 2017. C'est vraiment une équipe de play-off. Enfin, en tout cas, un groupe de joueurs de play-off. Elle va devoir démontrer qu'elle est une équipe de play-off dès samedi soir à Dijon. Il ne faudra pas se rater parce qu'après, il y aura le match potentiel d'élimination à la maison lundi soir au Rhenus. Donc voilà, Strasbourg, c'est difficile de mesurer leur capacité à se transcender soudainement là, alors qu'ils sortent la fin de saison a été compliquée. Ils se qualifient vraiment à l'arrache en finissant correctement leur match à Gravelines, qu'ils avaient bien commencé, puis qu'ils avaient ensuite complètement coincé avant de se relancer. Bon bref, ils ont vraiment, en plus ils ont beaucoup de problèmes à l'extérieur, ils ont pris des doudounes à l'extérieur toute la saison, enfin très souvent. Waouh, c'est vraiment, ils abordent ça lesté d'un surpoids, quoi. J'ai envie de dire, il va falloir être tout de suite très bon dès samedi soir. Pas impossible. Pas parier contre Strasbourg parce que avec l'effectif que cette équipe possède, les armes qu'elle possède, un Youssouf Affal va-t-il tout d'un coup se révéler Arnaud, ça injouable, existe les équipes qui après une saison régulière délicate se réveillent en play-off avec une moyenne d'âge qui a plus de 30 ans. C'est même la norme. C'est même un peu la norme. On en a vu souvent des équipes comme ça qui patinent en saison régulière, qui se qualifient un peu à l'arrache et qui cassent tout en play-off. Donc Strasbourg a typiquement ce profil-là. Ou alors on sait qu'on mesure mal l'état de déliquescence collectif, ce qui est possible, parce que encore une fois la saison a été très très compliquée. Mais ouais, moi je pense que Strasbourg a tout, probablement beaucoup à jouer dès le premier match. Là, on y est. Demain soir à Dijon, ça passe. Si ça passe, ça sera difficile de les éliminer. Si ça passe pas, ils auront du mal à relever la tête. Ouais, avant de baisser la tête et de ranger le micro, on va faire un dernier tour de table. Je vais demander à chacun tout simplement le nom du futur champion de France de basket. Comme ça, on pourra se repasser l'enregistrement fin juin et on verra qui avait raison et qui avait tort. Xavier ? Lyon-Asvel, c'est joué depuis hier, avant-hier. Bien joué. Non, pardon, Monaco. Voilà. Et moi aussi, Monaco. Ouais. Alors, l'Asvel fait office de grand favori, mais sur une série en 5 matchs avec les deux équipes les plus physiques du championnat, si elles se retrouvent en finale. On est par définition impacté parce que ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu depuis quelques mois. Bien sûr. Par définition. Et toi, Arnaud, Mitrovic ou Obradovic alors ? Asvel Monaco en finale, oui. Dire Asvel pour pas dire comme mes deux petits camarades, histoire de trancher un peu. Voilà, maintenant, ça va être intéressant de voir si l'Asvel est capable de supporter la pression de l'avantage du terrain, si bien sûr cette finale-là, comme on l'attend, a lieu. Mais rappelons que le dernier Asvel Monaco, c'est l'Asvel qui l'a emporté. C'est la seule défaite de Monaco lors des matchs retour. C'est pas par hasard. L'Asvel avait besoin de se prouver quelque chose ce soir-là parce qu'elle sortait d'une lourde défaite contre Nanterre. Elle a battu Monaco, alors certes d'un petit point, je crois, d'un point, d'un petit rien. Là, Monaco a eu une balle de match, mais sur le match, pour l'avoir vu, l'Asvel était un petit cran au-dessus. Donc je vais conserver ce petit plus pour l'Asvel, mais oui, c'est une finale qui, si elle a vraiment lieu, s'annonce splendide en tout cas. Moi je dirais juste une chose, que les Villeurbanais prennent du plaisir, parce que l'année prochaine, avec les 34 matchs d'Euroleague, ça va être plus compliqué. Donc c'est maintenant qu'il faut s'amuser.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Xavier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On parlera cette fois finale NBA avec parole tenue Gaëtan de la Folie à l'animation. Messieurs, merci à vous trois. À bientôt. Bye bye.